Pour toi et pour toi et pour. Toi et pour toi et. Pour. Vous et. Pour toi et pour toi. Et pour. Pour toi et pour toi. Pour toi et pour toi et pour. Toi. C'est pas pour toi. Et toi. Pour.
Mon frère, je t'aime, bébé. Tu es ma lumière dans l'obscurité. Il est temps de te le dire, bébé. Il est temps. Tu es mon frère, bébé chéri. Tu es ma lumière dans l'obscurité. Il est temps de te le dire, bébé. Il est temps. Faites-moi sentir qu'il n'y a pas de mal. Ouais. Tu t'aimes tellement que je ne changerai rien. C'est vrai, c'est vrai. Tu es mon frère, bébé chéri. Tu es ma lumière dans les ténèbres. Il est temps de te le dire, bébé. Il est temps. Tu es mon frère, bébé chéri. Tu es ma lumière dans l'obscurité. Il est temps de te le dire, bébé. Il est temps. Tu me fais sentir qu'il n'y a pas de mal. Ouais. Toi et je t'aime tellement que je ne changerai rien. C'est vrai, c'est vrai. Tu es mon frère. Bébé amour, tu l'es. Ma lumière dans l'obscurité. Il est temps de te le dire, bébé. Il est temps. Dans le monde d'aujourd'hui, la sécurité, la technologie et la confiance sont plus importantes que jamais. Chez Ancuram Consulting, nous aidons les organisations à naviguer avec confiance dans la complexité. Nous proposons des services intégrés de sécurité, de conseils en technologie et d'assurance des risques pour les infrastructures critiques, les gouvernements, les établissements de santé et les services publics. Notre équipe canadienne, bénéficiant d'un soutien mondial, allie une expertise pointue à une approche centrée sur l'humain,
garantissant des solutions qui protègent, optimisent et dynamisent votre entreprise chez Ancuram. L'éthique et la transparence sont non négociables. Nous privilégions les personnes et les résultats au profit car votre succès est notre mission. Découvrez comment Ancuram Consulting peut vous aider à renforcer votre résilience et à stimuler l'innovation. Rendez-vous chez Ancuram Consulting dès aujourd'hui. L'avenir numérique n'est plus une question de si, mais de quand et de comment. Où que se situe votre pays dans ce parcours, cela peut vous aider à passer à l'étape suivante et à atteindre vos objectifs. Nous avons construit une plateforme de souveraineté numérique avec un cockpit central alimenté par l'IA, composé de solutions numériques uniques telles que Guardian Data Security Technologies et Secure Detect. Il s'attaque à des problèmes tels que les pertes de revenus, la sécurité des données et la fraude aux prestations sociales. Notre expertise de niveau gouvernemental, acquise au fil des décennies, garantit que tout est conçu spécifiquement pour le contexte souverain, permettant une meilleure gouvernance et une résilience économique accrue à l'ère numérique. Notre approche s'appuie sur un héritage conçu pour l'avenir, bâti pour les nations. Une nation, une signature garantissent le pouls de la souveraineté. Tanium, le seul fournisseur du secteur de gestion convergente des terminaux, HCM, protège les organisations du secteur public contre les cybermenaces en intégrant la conformité informatique, la sécurité et les risques dans une plateforme unique qui offre une visibilité complète sur tous les appareils grâce à un ensemble unifié de contrôle et une taxonomie commune fondée sur la confiance, dans un but commun unique. Protéger les informations et les infrastructures critiques à grande échelle. Federal, Provincial and Municipal. À travers 12 districts scolaires, des établissements d'enseignement supérieur et d'autres organisations du secteur public dans le monde entier. Faites confiance à Tanium pour protéger les personnes, défendre les données, sécuriser les systèmes et visualiser et contrôler chaque terminal, équipe et flux de travail, où que vous soyez. Tanium nous a permis de répondre aux critères du Centre canadien de cybersécurité pour stocker et gérer des données protégées dans le nuage à partir de centres de données situés au Canada. De fidélité en temps réel, à grande vitesse et à grande échelle, afin que le peuple canadien puisse être plus en sécurité. For Public Sector Organization NAT. Certitude. D'accord. Bienvenue à tous. Il nous reste encore 2 tables rondes avant la fin de la conférence, et j'en suis ravi. J'arrive dans un instant. Je vais vous présenter notre formidable panel d'experts pour notre discussion, que nous allons avoir maintenant, sur la façon dont l'intelligence artificielle peut conduire à une plus grande productivité. Et nous allons partager les leçons et des enseignements de ce qui se passe ici au Canada, mais aussi d'autres pays. Nous avons également inclus la traduction, notamment pour les personnes situées au fond de la salle. Veuillez scanner le code car vous pourrez obtenir la transcription ainsi que l'enregistrement audio. Si vous avez des difficultés à entendre et que vous souhaitez aller de l'avant, n'hésitez absolument pas. C'est une très grande pièce et vous êtes nombreux, mais vous êtes très espacés. Alors si vous souhaitez aller de l'avant, alors n'hésitez pas. Je vais suivre le même format qu'auparavant. Je vais donc vous présenter nos 5 grands experts. Je vais leur poser quelques questions. Et ensuite, je vais vous donner la parole à tous. N'hésitez donc pas à préparer vos questions ou commentaires pour notre panel. Pour ce qui est des personnes qui sont avec nous aujourd'hui, nous avons Nadine Boudreau-Brown, directrice générale des services de transformation et de modernisation à la Direction des systèmes d'information d'agriculture et agroalimentaire Canada. Nous avons en compagnie du Dr Carlos Santizo, conseiller principal de l'OCDE en matière de gouvernement numérique et d'intelligence artificielle au sein des administrations publiques. Alors, qui va nous fournir un aperçu de la situation dans son ensemble? Nous avons en compagnie de Yannick Alford, sous-ministre de la Technologie et de l'Innovation au sein du gouvernement de l'Alberta. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous.
Nous avons le plaisir d'accueillir Romina Kassani, directrice de la coordination de l'agenda numérique et des projets de gouvernement électronique financés par l'étranger au sein de l'Agence nationale de la Société de l'information, venue tout droit d'Albanie. Quel plaisir de vous avoir parmi nous ici, venue d'Albanie. Nagel, qui est vice-président en chef mondial et vice-président principal de l'ingénierie des solutions chez Cantex. Ravi de vous avoir parmi nous également, Daniel. Je vais donc commencer, je pense, par m'adresser à Carlos sur ce sujet, car tu as cette perspective de l'OCDE et tu peux nous fournir des informations provenant de nombreux pays différents. Quelles sont donc les tendances que vous observez, la manière dont les gouvernements utilisent l'IA et les avantages, les gains de productivité que cela apporte déjà? Non, merci. Et merci au gouvernement du Canada et au gouvernement mondial de nous accueillir ici. Je trouve que c'est un endroit absolument fantastique. Le ciel est très bleu. Il fait un peu froid, mais je pense que ça nous rafraîchit l'esprit. Mais je pense que c'était un véritable défi d'être ici, car je venais d'arriver du Costa Rica. Donc, en quelque sorte, il y a une différence de 3030 degrés. Mais c'est assez intéressant car l'IA est partout et chacun l'utilise à sa manière. Et je crois que lorsque nous étions au Costa Rica, nous avons tenu une réunion sur l'IA dans les administrations publiques en Amérique latine, au cours de laquelle nous avons recensé 900 cas d'utilisation de l'IA au sein des gouvernements. Et c'était également très intéressant car on constate que, à tous les niveaux de gouvernement, y compris au niveau national, mais aussi au niveau local et en particulier au niveau des villes, les solutions d'IA ont été très actives, notamment pour relever différents défis politiques. Et cela se constate aussi bien dans les agences fiscales que dans les autorités judiciaires. Donc, c'est vraiment, vraiment partout. À l'OCDE, nous venons de publier un rapport mondial, le premier du genre, sur la gouvernance par l'IA, qui traite de la manière dont les gouvernements gèrent l'IA et de la gouvernance de l'IA dans le secteur public. Cela est également nécessaire. Et de nombreuses discussions portent à la fois sur la manière de déployer l'IA, mais aussi sur la manière de s'assurer qu'elle est déployée dans le bon but et de la bonne façon. Et quand on constate de nombreuses stratégies d'IA mises en place par les gouvernements. L'objectif du déploiement de l'IA n'est pas toujours explicite quant au pourquoi vous le faites en termes de problèmes que vous essayez de résoudre ou de buts que vous souhaitez poursuivre. Mais nous examinons 200 cas d'utilisation de l'IA dans 11 fonctions gouvernementales dans plus de 80 pays. Et ce que nous avons pu constater, c'est que les gouvernements pourraient poursuivre 4 objectifs principaux lorsque vous déployez l'IA. Le premier point, dont nous parlons beaucoup, concerne davantage le fonctionnement interne du gouvernement, et en particulier la simplification de la vie des fonctionnaires de différentes manières, mais aussi l'amélioration de l'efficacité de l'administration publique en termes de processus et de coûts. Il y a donc de nombreux déploiements au niveau des opérations internes du gouvernement ou des fonctions gouvernementales, notamment pour simplifier les tâches répétitives et peut-être ajouter de la valeur en termes de sentiment d'utilité aux fonctionnaires dans les emplois qu'ils occupent, en passant des fonctions de soutien aux fonctions de première ligne. De nombreux gouvernements déploient désormais également l'IA pour simplifier l'administration et réduire la bureaucratie. Et nous constatons qu'au Royaume-Uni, en Argentine et en Inde, il existe de nombreux liens entre le déploiement de l'IA et la simplification de l'administration publique. Le deuxième cas d'utilisation, qui est également assez répandu, concerne le renforcement de l'intégrité de la gestion publique et en particulier des finances publiques. Et de nombreuses agences au sein des écosystèmes de contrôle sont restées plutôt discrètes. Les premiers utilisateurs de l'IA, notamment pour détecter les fraudes, afin de signaler les problèmes, en particulier en matière de marché public, de fiscalité, de prestations sociales et de fraude. Il y avait donc tout un tas de cas d'utilisation visant à déceler des anomalies dans les actions gouvernementales, notamment en matière de finances publiques, qui ont été particulièrement actifs. Et des institutions comme le Bureau du vérificateur général du Canada ont été vraiment à l'avant-garde dans certains de ces cas d'utilisation. Et la troisième, peut-être une troisième voie, un troisième type d'objectif que les gouvernements poursuivent lorsqu'ils déploient leurs forces. L'IA est plus externe en termes d'orientation vers le public et de simplification de la vie des utilisateurs, notamment dans l'amélioration de l'élaboration des politiques et de la conception des politiques publiques.
On le constate, par exemple, dans le domaine de la protection sociale, où l'on peut déployer l'IA pour mieux prévoir les dépenses nécessaires afin de couvrir les besoins sociaux en termes d'adaptation et de ciblage des prestations sociales et des politiques de protection sociale. De nombreux cas d'utilisation émergent donc, mais pas toujours autant que nous l'aurions imaginé en termes de conception de vos politiques publiques. Et je dirais qu'un dernier cas d'utilisation important que nous observons, et qui est probablement le plus important, consiste à améliorer la qualité des services publics, et en particulier, à améliorer la réactivité des services publics aux besoins des usagers. Et l'on a beaucoup parlé, notamment, de services publics proactifs, de services personnalisés et de services intégrés. Et par exemple, de nombreux pays figurant dans ce tableau, ainsi que le Canada, essaient également d'utiliser l'IA pour ce que nous appelons le approche par événement de vie, où l'on intègre les actions de différentes entités publiques pour fournir des services intégrés à un modèle qui vient de donner naissance à un enfant, par exemple. Et cela a été très difficile, mais l'IA permet désormais de franchir ce cap. Et je conclurai simplement que certains de ces objectifs ne sont pas exclusifs. Shifting in focus. Particulier. Il y a peut-être eu un changement de perspective. For detecting frauds and fighting corruption. Tout est. Améliorer les services publics, notamment votre capacité à répondre aux usagers. Par exemple, en ce qui concerne les prestations sociales, c'est une question très sensible qui a fait l'objet de plusieurs scandales dans certains pays, notamment aux Pays-Bas. Il y a quelques années, les agences fiscales, sanitaires et sociales concentraient une grande partie de leurs efforts sur la détection des fraudes. Par exemple, aux Pays-Bas, il s'agissait de fraude aux allocations de garde d'enfants. Et cela a évolué un peu plus en termes de facilitation de l'accès aux services pour les populations à risque, qui n'utilisent pas nécessairement ces services. Par exemple, en Italie et en France. Aujourd'hui, les organismes d'aide sociale utilisent l'IA pour identifier les populations, notamment les personnes âgées, qui ont des droits mais ne les exercent pas. Je pense donc que c'est une façon générale d'aborder cette question. Carlos, merci beaucoup. Je pense que vous nous avez donné un très bon aperçu, que nous pouvons approfondir un peu, mais les principaux points que j'ai retenus, c'est que vous dites l'utiliser pour améliorer l'efficacité interne. Rationalisez donc vos processus, réduisez la bureaucratie, en l'appliquant notamment au domaine des finances publiques, les problèmes de dette et de fraude, mais aussi les marchés publics et le domaine des relations avec le public. Il ne s'agit donc pas seulement d'améliorer l'élaboration des politiques, mais aussi d'améliorer la réactivité envers l'utilisateur lors de l'intégration de votre système. Voilà donc un très bon aperçu des différentes manières dont les pays du monde entier utilisent déjà l'IA. Sur ce point, Nadine, pourriez-vous nous donner quelques exemples de la manière dont, depuis votre poste à AgriFood Canada, vous utilisez déjà l'IA et comment cela génère des avantages en termes d'amélioration de la productivité? Oui, absolument. Je pense qu'en termes de transformation interne, par exemple, nous avons accordé cette année des licences à des pilotes d'IA, à l'IA générative, à environ un tiers de nos effectifs. Ils disposent désormais d'un assistant IA. Nous avons donc vu de Les témoignages montrent que nous constatons une augmentation, une amélioration de 50 à 80% du temps consacré à la rédaction, au résumé et à la synthèse du contenu. Je pense donc que c'est un des éléments qui permettent à vos employés de se sentir valorisés. Vous en obtenez beaucoup plus. Je pense que c'est plus avantageux que parfois, quand, vous savez, nous avons tous besoin de notre centre d'expertise. Mais cela a véritablement amplifié l'adoption et le perfectionnement des compétences dans les départements à vocation scientifique. Nous utilisons donc l'IA dans de nombreux cas, notamment pour les modèles prédictifs. Ainsi, que ce soit pour le rendement des cultures ou la résilience des sols, nous constatons que ces modèles mettent désormais quelques heures au lieu de plusieurs semaines pour obtenir des données probantes. Cela accélère donc considérablement les découvertes. Et cela permet de fournir des conseils plus opportuns à nos producteurs. Nous sommes donc réellement en mesure d'aider l'industrie également. L'un des éléments que nous avons vus, et peut-être l'un des segments encore sous-utilisés, c'est l'automatisation de base. Je pense donc que c'est là que nous avons constaté que nous pouvons faire encore plus de progrès. Par exemple, nous avons conçu pour une branche de programme un calculateur automatisé de solde de prêt. Le gouvernement est donc très complexe. Il existe donc de nombreuses formules législatives. Il fallait beaucoup de temps pour former et intégrer de nouveaux agents à cette tâche.
ce qui prenait auparavant des heures par fichier, pour un fichier de taille moyenne par exemple. Cela prend quelques minutes. Ainsi, au lieu de contrôles ponctuels, ils peuvent en faire beaucoup plus et obtenir une plus grande précision. Nous avons réduit les risques et nous avons également pu accélérer les prises de décision, ce qui, je pense, représente au final un réel avantage pour les utilisateurs. C'est vraiment bien d'avoir ces exemples concrets. Je suis donc certain que certaines personnes présentes dans la salle en reconnaîtront quelques-unes. Il s'agit donc de réduire le temps consacré à des tâches comme la rédaction et la synthèse de ces tâches routinières que beaucoup de personnes présentes connaissent bien, comme vous le dites, car votre département est très occupé par des travaux scientifiques. Le volet modélisation est donc considérablement amélioré en termes de rapidité et de capacité à fournir des conseils plus opportuns au ministre, mais aussi en termes de précision dans les actions des individus. Moins de risques, moins d'erreurs également. Il y a donc déjà de nombreux avantages en termes d'utilisation de l'IA, mais il reste encore beaucoup de marge de progression. De votre point de vue au sein du gouvernement de l'Alberta, avez-vous des exemples similaires ou existe-t-il d'autres solutions? Vous utilisez déjà l'IA? Absolument, et je voulais développer certains points abordés par Nadine. Et, vous savez, si vous entendez parler de l'amélioration de vitesse dont vous venez de parler, nous en parlions il y a quelques mois à un an, nous parlions d'une amélioration de 5 à 10%. Vous parlez d'une amélioration de 60. Si vous réduisez des heures à quelques minutes, cela représente une amélioration de 60 fois. Cela reflète parfaitement ce que nous vivons nous-mêmes. Et nous l'envisageons en réalité selon 3 grands domaines. La première consiste à donner à notre main-d'œuvre les moyens d'agir de manière globale, de façon similaire. Nous avons obtenu des licences d'entreprise pour environ un quart de la fonction publique de l'Alberta et nous avons mis sur pied un programme de formation pour y préparer ses employés. Et nous constatons exactement les mêmes témoignages de la part des personnes qui passent par l'académie. Ils sont capables de faire, encore une fois, transformer des jours en heures, des heures en minutes. C'est le thème récurrent qui ressort des témoignages de ces personnes. Et ce, après seulement 2 à 4 semaines d'entraînement. Ils sont capables de le faire au quotidien dans leur travail grâce aux outils d'entreprise. L'autre domaine, qui correspond au mandat de mon ministre, est l'utilisation de l'IA pour examiner les contrats, les subventions et les marchés publics. Ce sont les 3 domaines où nous avons le plus d'opportunités d'améliorer l'efficacité du service public, l'efficacité économique, mais aussi, vous savez, une plus grande transparence, une plus grande équité, une meilleure comptabilité, pour reprendre le point que vous avez soulevé. Nous sommes donc en train de rassembler ces informations, et nous sommes en mesure de les traiter et de les examiner. Dans mon ministère seulement, nous avons 3,9 milliards de dollars de contrats. Si vous faites le calcul, cela représente environ un cas tous les jours et demi. Nous devons mettre à jour. Nous utilisons donc l'IA pour l'intégrer, la simplifier et la réécrire pour retender. Et nous allons relancer près de 2 milliards de dollars de contrats, avec l'aide active de l'IA pour les réécrire afin de les moderniser, de les mettre à jour et de piloter les éléments que nous recherchons. Et enfin, troisièmement, nous constituons l'épine dorsale des services partagés pour l'ensemble du gouvernement de l'Alberta. Nous sommes donc très semblables à Services partagés Canada, plus toutes les applications ministérielles. Vous rassemblez donc tout cela en un seul endroit, soit plus de 1300 applications différentes. Et c'est incroyablement complexe. Nous déployons donc, nous avons tiré parti, en fait, le gouvernement du Canada a été pionnier dans ce qu'on appelle le système d'approvisionnement agile ou l'approvisionnement basé sur les défis. Et maintenant, nous créons une dette technique. Nous avons lancé un appel d'offres concernant la dette technique. Et nous avons qualifié des dizaines d'entreprises pour participer. Nous allons démarrer en janvier avec une approche basée sur les défis, en utilisant les meilleurs outils d'agents. Mais une anecdote pour étayer cela. Auparavant, nous effectuions des revues de code manuel et des revues d'architecture pour les transférer d'un environnement à l'autre. Il nous faudrait environ 40 jours par application. Nous avons réduit tout cela à la création du code, à l'analyse de la préparation, à la correction de toutes les lacunes, aux analyses de cybersécurité et à la création d'un plan de migration, le tout en 40 minutes je crois. Donc, encore une fois, 40 jours, réduit à 40 minutes. C'est donc fantastique, car nous pouvons désormais analyser activement chacune de nos applications grâce à des agents.
Et on n'en est pas encore au point de la migration complète, mais cela crée un chemin très clair pour passer d'un environnement à l'autre, en éliminant de nombreuses vulnérabilités cybernétiques et autres problèmes de ce genre. Et donc, si l'on considère les gains réalisés par rapport à Copilot il y a un an, nous sommes à 5 à 10%. Mais là encore, ces gains sont inégalement répartis, très inégalement répartis. Mais une fois que nous commencerons à en connecter certains entre eux, nous allons commencer à obtenir ces multiplicateurs. Une expérience très similaire à celle que Nadine décrivait au Canada. Brillant. Merci Jennifer. C'est vraiment très utile d'entendre parler des avantages concrets que vous retirez de votre expérience et d'évoquer d'autres points comme la migration des applications, la modernisation de vos systèmes, mais aussi les contrats et les achats. Quelle part de ce travail est effectuée de manière répétitive et comment ces nouvelles technologies peuvent-elles y contribuer? Et puis, comme l'a dit Nadine, réduire également le temps consacré aux tâches routinières. Donc, déjà de nombreux gains d'efficacité. Romina, en ce qui concerne l'Albanie, nous comprenons probablement moins bien ce que vous faites déjà là-bas. Pourriez-vous nous donner un aperçu de l'état d'avancement de votre déploiement de l'IA? Merci. En Albanie, nous fournissons actuellement 95% des services de l'administration centrale en ligne, de la demande à la fourniture finale du service, qui se fait généralement par le biais d'un document scellé ou signé ayant valeur légale. Il s'agit d'une réforme qui a été mise en œuvre au cours de la dernière décennie, et nous n'avons plus de réception physique, donc tout est numérique. Vous ne pouvez pas récupérer les services en personne. Cela nous a permis, bien sûr, de disposer de nombreux systèmes électroniques, qui sont de nouveaux systèmes électroniques. Nous n'avons en réalité aucun système hérité, et bien sûr une quantité considérable de données, car les données sont le fondement de l'intelligence artificielle. Dans la continuité de ce qui précède, j'aimerais mentionner 2 projets d'IA que nous avons développés au cours des 2 dernières années. Et un autre projet sur lequel nous travaillons actuellement en collaboration avec la Banque mondiale et des experts de l'UE. Le premier est donc notre assistant IA, appelé DLA. Donc, en anglais, DLA signifierait pratiquement le soleil. C'est comme un nom national albanais. Comme je l'ai mentionné, la DLA aide les citoyens à accéder aux services publics car nous fournissons tout en ligne, et ils peuvent simplement se rendre sur notre portail national de gouvernement électronique, appelé Albania, pour obtenir tous les services. Et s'ils ont des questions ou s'ils souhaitent interagir et demander des informations sur les procédures ou sur la manière de déposer une demande, la DLA est là pour les aider. Au début, c'était un système de chat, maintenant il y a un avatar. Il s'agit donc d'un système vocal qui permet de vous fournir le service immédiatement. Bien sûr, vous devez être connecté, mais si vous me le demandez, j'ai besoin d'un certificat personnel. Il vous le livrera en quelques secondes. Vous n'avez donc même plus besoin de suivre toutes ces étapes de clic ici et là. Nous travaillons également à moderniser le DLA afin qu'il puisse également soumettre des demandes en votre nom. Comme l'ont déjà mentionné ses collègues, à l'instar des services proactifs, Carlos a évoqué des événements de la vie. Par exemple, lorsque vous avez un enfant ou lorsque vous changez d'adresse, ces services pourront être effectués pour vous, et vous n'aurez pas besoin de vous connecter à Internet pour les réaliser. Compte tenu de votre parcours et de votre excellent travail au sein des services publics, Della a également été promu ministre de l'IA, une première mondiale. Il a été lancé il y a quelques mois seulement. Nous travaillons encore à le présenter lors des réunions gouvernementales afin qu'il puisse aider les ministres avec des suggestions et des recommandations basées sur ce que nous avons déjà dans notre système. Il ne s'agira donc pas d'un modèle qui puisera des informations sur Internet, mais qui fournira aux ministres et au cabinet des suggestions précises basées sur le contexte albanais. Voici donc le premier exemple que nous avons. La seconde est une solution que nous utilisons dans l'administration publique. Cela accélère notre processus d'intégration à l'UE. Je ne sais pas si vous savez comment cela fonctionne, mais en gros, lorsqu'un pays est candidat, il doit s'efforcer d'aligner sa législation sur celle de l'UE. Il y a donc beaucoup de lois qu'il faut transposer dans la législation nationale. Il reste environ 4000 actes à accomplir pour que l'Albanie y parvienne d'ici 2030, ce qui correspond à notre ambition d'adhérer à l'UE. Et cela prendra des mois. Et comme une armée de personnes morales, d'interprètes, d'experts. Cela nous prendra donc de très nombreuses années, beaucoup de ressources humaines et bien sûr beaucoup d'argent.
Pour remédier à cela, nous avons développé une solution assistée, basée sur l'IA, qui accélère ce processus. Ainsi, la traduction, dont la précision atteint 97%, est capable de traduire et d'agir en seulement 2, 3 ou 4 minutes. Donc, cela dépend de sa longueur. Et puis, il y a l'interaction humaine qui peut permettre des ajustements. Ensuite, la comparaison se fera à l'aide de l'IA. Cet acte a été traduit conformément à l'ensemble de la législation en vigueur, en signalant toute contradiction éventuelle avec la législation nationale. Et c'est là que les humains interviennent à nouveau pour prendre des décisions, par exemple abroger une législation nationale, afin de laisser la place à l'approbation de ces transpositions de l'UE. Et la dernière étape consiste également à établir pour nous les tableaux de concordance, ou plutôt un tableau qui présente d'une part la législation de l'UE et d'autre part la loi albanaise qui sera transposée, en précisant s'il s'agit d'une transposition partielle ou totale. Ce sont des documents qui comptent généralement plusieurs centaines de pages, selon la longueur de l'acte. Comme Nadine l'a également mentionné, et Yannick aussi. En réalisant cela en quelques minutes seulement, il y a bien sûr des processus qui échappent encore à l'intervention humaine, mais la majeure partie du travail manuel est effectuée par l'IA. Et le dernier exemple sur lequel nous travaillons actuellement concerne les achats. Nous mettons ici en place un système qui utilisera l'IA pour rédiger le cahier des charges en se basant sur des projets similaires antérieurs, mais aussi sur les meilleures pratiques internationales. Ensuite, cela nous aidera également à définir les critères de qualification des soumissionnaires, puis cela examinera et analysera tous les documents fournis par les soumissionnaires, y compris l'offre financière et technique, et vous communiquera le nom du soumissionnaire retenu. Bien sûr, ce ne sera pas le système qui prendra la décision. Au final, ce seront les humains qui seront responsables, mais tout laissera des traces dans le système. Brillant. Merci. Pour conclure sur ce que disait Carlos, de nombreux pays utilisent l'IA dans le domaine des achats, et c'est vraiment intéressant. Les deux autres que vous avez mentionnés vous aideront également dans le cadre de cette procédure de demande auprès de l'UE et vous permettront de garantir que votre législation est conforme aux exigences en vigueur. Et j'adore vraiment l'idée que votre assistant IA devienne le premier ministre de l'IA, car quand vous avez dit ça, je me suis dit, beaucoup de pays ont un ministre, mais là, il y a un ministre de l'IA qui siégera au cabinet et apportera tout le soutien nécessaire. Donc, beaucoup de très bons exemples. Veuillez réfléchir à vos questions et vous adresser au public dans une minute. Mais pour Daniel, j'imagine que vous travaillez avec de nombreuses agences différentes dans le secteur public. Donc, d'après ce que vous avez entendu ici, mais aussi d'après votre propre expérience, où diriez-vous que des progrès vraiment significatifs sont réalisés? Je pense donc que beaucoup d'exemples que j'ai déjà entendus témoignent du fait que nous entrons actuellement dans une sorte d'utopie de l'IA, où tout le monde est entré dans une ère d'expérimentation. Ils développent les compétences, ils mettent en place les éléments nécessaires pour accroître l'efficacité dans un contexte d'efficience naturelle. Donc, tout ce que j'ai entendu concernant la fiscalité, la mise en place de services sur mesure et personnalisés pour les citoyens, alors que nous commençons à élargir notre champ d'action en matière de défense et de renseignement. De même, les opportunités offertes par l'évaluation et la compréhension des menaces, notamment la modernisation des réseaux criminels organisés et leur utilisation de l'IA contre nous, l'apparition de nouveaux vecteurs de menaces, des personnes qui tentent d'empoisonner les données, et la manière dont l'intelligence artificielle peut nous aider à déterminer où se situent ces vecteurs et à appréhender cette nouvelle surface d'attaque, sont pour moi extrêmement fascinantes.
Mais il s'agit également d'examiner les fondements communs entre l'IA traditionnelle et l'IA générative. Si l'on regarde certains exemples que j'ai entendus, on constate qu'il s'agit vraiment de considérer cet ensemble de compétences, d'accompagner nos data scientists jusqu'à nos chefs d'entreprise et de trouver un terrain d'entente. On me dit souvent qu'il est très difficile de trouver des docteurs en sciences des données de nos jours et de les intégrer au secteur public, car ils sont extrêmement rares. Mais je pense que c'est surtout une question d'expertise commerciale. C'est ce qui va réellement impulser le changement au sein du gouvernement et aider l'IA à s'orienter vers ces scénarios de fraude au sein de la chaîne d'approvisionnement et vers les scénarios où nous constatons les plus grands gains. C'est là que l'humain, au cœur du processus, a entraîné les différents mécanismes d'IA afin de définir le résultat attendu. Très bien, je vais m'adresser au public pour voir s'il y a déjà des questions sur ce que nous avons entendu. Il y a donc une question ici, au premier rang, si nous pouvions obtenir, et puis il y a une dame là-bas, si vous pouviez lever la main un peu plus haut. Merci. D'accord. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Toutes les discussions. Ma question porte sur le paradoxe de la productivité. Il arrive donc que nous investissions dans l'intelligence artificielle IA sans constater de gain de productivité immédiat. Nous avons donc connu l'ère des ordinateurs. Comment mesurer réellement l'impact de l'IA en termes de gain d'efficacité? Est-ce en termes de résultats que nous obtenons en tant qu'organisation, en tant que gouvernement, en tant qu'institution? Est-ce qu'on effectue un calcul annuel pour voir combien a été dépensé et ensuite combien a été gagné au fil du temps? Alors, comment constatons-nous les gains de productivité? Merci. J'aime beaucoup cette question. Alors, comment mesurer concrètement les gains de productivité? Car ma prochaine question, qui est liée à celle-ci, est la suivante. Y a-t-il un risque que les ministres considèrent l'IA comme une sorte de solution miracle, qu'en introduisant l'IA, nous soyons capables de tout faire? Alors, comment élaborer une analyse de rentabilité correcte? Comment s'assurer que les avantages sont réellement présents? Carlos, puis Janet, et ensuite je ferai venir tous ceux qui veulent participer. Oui, je me permets d'intervenir car je pense que c'est excellent. Les deux questions sont en fait pertinentes. Donc, l'autre point de vue de Siobhan, mais peut-être une autre façon de voir les choses. Oui, on se concentre beaucoup sur les gains d'efficacité. Mais je pense qu'il y a une question plus large que nous devons prendre en compte, une question que nous devons examiner. Quelle est la véritable valeur publique que l'IA va créer? Et cela inclut les gains d'efficacité, en particulier lorsque vous avez des problèmes fiscaux et des contraintes budgétaires. Mais ce n'est pas tout, et je pense que lorsque nous examinons le retour sur investissement ou le rapport coût-bénéfice des applications d'IA, nous devrions avoir un cadre plus large prenant en compte tous les risques, ou je veux dire, tous les coûts. Et je pense que lors de la table ronde précédente, nous avons discuté des coûts environnementaux, et certains pays diront peut-être que les coûts environnementaux sont probablement trop élevés pour cette solution, et que le rapport coût-bénéfice n'est peut-être pas favorable. Le coût, le rapport coût-efficacité, mais aussi les avantages en termes, comme vous le disiez, d'efficacité. Mais j'ajouterais aussi qu'en termes de meilleurs services, une meilleure satisfaction dans des environnements où les gens n'ont pas peur du gouvernement et de la qualité des services. Et aussi cette confiance croissante envers le gouvernement en particulier. Je pense donc que nous devons peut-être nous pencher sur cette question et examiner attentivement la question des avantages, ou disons, de la valeur au sens large, au-delà des gains d'efficacité. Et puis, évidemment, il y a beaucoup de gains d'efficacité à réaliser, mais c'est peut-être quelque chose à examiner. Et aussi la question de l'évaluation de ces évaluations à l'aide de meilleurs indicateurs. Nous devons investir un peu plus dans la manière dont nous allons évaluer le retour sur investissement ou les objectifs. Janet, tu voulais participer à ça? Oui, je voulais juste parler. Je crois que vous avez parlé du paradoxe de la productivité. J'ai longtemps considéré le gouvernement comme un ensemble de monopoles interconnectés et interdépendants. Si le gouvernement fonctionne correctement, il ne devrait pas y avoir de redondance dans le fonctionnement de ses services, puisqu'il existe une équipe d'approvisionnement, une équipe juridique, etc. Et lorsque vous passez en revue toutes les différentes étapes, si vous additionnez, si vous accélérez l'une de ces pièces, un élément d'une machine composée de 1000 pièces, elle va beaucoup plus vite. Mais la machine dans son ensemble fonctionne-t-elle beaucoup plus vite grâce à cela? Non. Car le simple fait qu'une seule roue d'un véhicule tourne vous fait tourner en rond, n'est-ce pas?
Donc, en réalité, cela n'accélère pas la voiture dans son ensemble. Nous allons commencer à assembler ces pièces. Le principal ralentissement que j'ai constaté au sein du gouvernement ne réside pas dans le temps nécessaire pour accomplir une tâche, mais dans le temps nécessaire pour la planifier. Je reçois donc chaque jour de nombreuses notes d'information, pour mon plus grand bonheur. Et si je vérifie combien de personnes ont consulté cette note d'information, il pourrait s'écouler 30 jours avant qu'elle ne me parvienne. Fait. Cela signifie-t-il qu'il a fallu 30 jours de travail humain pour rédiger cette note d'information? Non, il a fallu moins d'une heure pour rédiger la note d'information. Le problème, c'est le temps nécessaire pour passer d'une main à l'autre. Donc, si on donne simplement une IA à tous ces gens, ça ne marchera pas. Cela ne fera que réduire une heure de travail à, vous savez, 5 minutes de travail, mais ce travail sera tout de même réparti sur 30 jours. Je ne remarquerai pas ces différences. Cependant, si je change de système et que je fais appel à une IA comme agent intermédiaire entre tous les participants à l'activité, les gens peuvent simplement saisir quelques phrases et en rester là. Il n'y a pas de routage, il n'y a pas de passage. L'IA peut se contenter de collecter les informations, d'agréger les données. Vous pourriez alors me faire parvenir une note de synthèse, chacun n'ayant consacré que 2 minutes de son temps en une heure, car l'IA se serait chargée de tout le routage, de l'identification, de la recherche d'informations de base et de l'identification des parties prenantes, qui devraient recevoir la tâche, la collecter et me la rapporter. L'une des meilleures explications que j'ai entendues. C'est quelque chose que les gens apprendront avec le temps. Je suppose que ce n'est pas seulement l'utilisation qui compte, mais aussi la manière dont on l'utilise et dont on l'intègre. Oui, ouais. Personnellement, j'aime beaucoup votre analogie avec la voiture, car j'ai toujours vu les choses plutôt comme une famille dysfonctionnelle autour d'une table où chacun a des problèmes de communication et où je joue le rôle de thérapeute. Droite. Il sert donc de mécanisme de liaison pour connecter nos différents silos d'information et contribuer à la prise de décision. Renseignement, créer une piste d'audit et renforcer votre efficacité. Pour répondre à la question de ce monsieur, vous savez, souvent, lorsqu'on examine le problème de l'analyse de rentabilité concernant l'acquisition d'IA en général, c'est comme aller voir un service financier et demander à acheter une licorne. Ils pourraient penser que c'est très magique. Et oui, cela pourrait être une solution miracle, mais ils voudront absolument voir les chiffres que vous allez calculer. Donc, quand on pense aux indicateurs clés de performance, KPI, pour moi, d'après mon expérience, il s'agit du résultat que nous essayons d'atteindre, de ce qui constitue le problème définitif. Est-ce une question d'efficacité? S'agit-il d'un problème de traçabilité ou d'audit? Nous devons revenir à la valeur commerciale que nous essayons de résoudre et ne pas considérer l'IA comme une panacée capable de tout résoudre. D'accord, nous avons d'autres questions. Madame, si vous avez une autre question, pourriez-vous lever la main et nous vous donnerons un micro également? La question suivante est donc la suivante. Salut. Je suis donc super contente parce que je n'arrive pas à croire que vous ayez réussi à faire venir Romina Castano d'Albanie. Ma question est complètement. Je suis en train d'élaborer la politique en matière d'IA pour mon département, ai-je dit, et l'une des choses que nous avons faites est une analyse de l'environnement de toutes les juridictions étrangères, enfin, pas seulement étrangères, mais de toutes les juridictions ayant une stratégie en matière d'IA. Et j'ai été surpris de voir l'Albanie mentionnée. Mais ce qui a retenu mon attention, c'est l'annonce que Daniela, votre ministre de l'IA alimentée par l'IA, avait accouché. Ce sont précisément les mots qui ont été utilisés. Elle avait donné naissance à 83 enfants. Alors imaginez que je me dise, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais ce sont des assistants numériques affectés au ministre. Ma question porte donc sur la productivité. Eh bien, j'ai une question en deux parties. L'un n'a rien à voir avec la productivité. Pourquoi avoir utilisé ces mots et non votre nom personnellement? Mais pourquoi les propos du ministre de l'IA ont-ils engendré 60 ou 83 enfants, mais du point de vue de la productivité, quels ont été les retours? Si ces mesures ont été mises en œuvre, quels sont les résultats obtenus par ces enfants et les ministres? Observez-vous des avantages suite à la mise en œuvre de ces assistants IA? Romina, pourquoi as-tu utilisé le terme accoucher? Est-ce pour humaniser? Alors pourquoi avoir utilisé cette terminologie et comment ces enfants aident-ils les ministres à améliorer leur productivité? Ouais, c'est une question qu'on nous pose souvent.
Je crois que cela s'est produit lors d'une conférence de presse avec le Premier ministre, simplement pour symboliser la manière dont nous allons utiliser l'IA dans différents secteurs. L'idée est donc que ce ministre de l'IA que nous avons n'est qu'un exemple parmi d'autres, et que l'IA sera mise en œuvre dans divers secteurs. Comme je l'ai mentionné, l'approvisionnement. Nous travaillerons également à l'intégration de l'IA dans le domaine de la santé, notamment en radiologie, afin d'aider les médecins à diagnostiquer précocement les patients atteints de toute maladie. Dans le domaine de l'éducation et de la fiscalité, nous développons également un modèle où l'IA analyse toutes les factures électroniques, car nous n'émettons que des factures électroniques. En Albanie, les factures sont donc uniquement numériques. Il s'agit donc de ceci, il s'agit simplement d'une phrase utilisée pour expliquer comment l'Albanie utilise et utilisera l'IA dans différents secteurs du gouvernement. Et ce que je voudrais également souligner, en complément de la question précédente, c'est qu'il est très important de disposer de données précises pour utiliser l'IA, et que l'interopérabilité et la réingénierie constituent un processus très important. Nous n'avons donc pas simplement besoin de prendre un processus et d'y intégrer l'IA. Mais nous devons réellement nous assurer de bien comprendre le problème. Et si l'IA est capable de résoudre ce problème de réingénierie, nous devons voir comment faciliter le processus. Par exemple, en Albanie, nous avons veillé à ce que, dans ce processus, avec les services publics, nous ayons eu plusieurs phases de réingénierie où nous avons examiné chacune des étapes du processus et éliminé autant de bureaucratie que possible. Ainsi, par exemple, lorsque vous faites une demande pour un service public en Albanie, la plupart de vos données, soit environ 66% du formulaire de demande, sont pré-remplies grâce à l'interopérabilité, parce que tous les systèmes étatiques interagissent entre eux. Et si, par exemple, vous devez fournir une liste de 10 documents associés, et que 6 de ces documents sont fournis par l'État, il n'incombe ni aux citoyens ni à l'entreprise de les rassembler, même numériquement, ni à l'employé de l'administration publique qui récupère ces documents pour votre compte. Ce ne sont là que quelques exemples des restructurations que nous avons mises en œuvre pour faciliter autant que possible la prestation de services aux citoyens et aux entreprises. S'assurer que tout le monde puisse y accéder. Les services? C'est là, bien sûr, une conséquence inévitable qui fait partie intégrante de ce processus. La plupart de nos réformes, ou les plus importantes, ont été mises en œuvre en 2020, ce qui était une coïncidence avec l'année du COVID. D'une certaine manière, c'était un bon moment pour nous du point de vue de la numérisation, car les citoyens étaient chez eux, il n'y avait ni guichet ni bureaux ouverts, donc le seul canal dont ils disposaient pour recevoir des services était l'Albanie. La plateforme nationale et tout le reste étaient donc fermés, mais ils pouvaient tout de même accéder à ces services depuis leur domicile ou leur bureau. C'était donc une bonne chose, même pour les personnes à l'aise avec le numérique, qui pouvaient se tourner vers leurs proches, leurs nièces ou d'autres membres de leur famille pour les aider à accéder aux services en ligne. Ils ont donc pu bénéficier de ces services alors qu'ils ne possédaient aucune compétence numérique de base. Par exemple, outre ce qui nous a beaucoup aidé à faire accepter la numérisation comme seul canal de communication, disons que nous travaillons également à la mise en place de centres dans tout le pays pour soutenir les personnes en matière de compétences numériques. Il ne s'agit pas de fournir un service, car nous avons une législation claire et nous ne reviendrons pas en arrière. Il s'agit simplement de les soutenir. Très bien, voyons qui souhaite poser la prochaine question. Ouais, nous avons quelqu'un ici. Merci. Bonjour. Je voulais poser des questions sur quelques-uns des exemples qui ont été donnés. Il y avait un exemple avec le code en Alberta, concernant essentiellement les systèmes existants, les chemins de migration, l'analyse du code, etc. Et vous avez dit 40 jours à 40 minutes.
Et je me demande combien de temps il faut à un humain pour vérifier cela après avoir suivi un processus de vérification. Existe-t-il des garde-fous? Une fois que c'est fait, c'est tout simplement fini. À quel point faites-vous confiance à l'IA? La deuxième question porte également sur les contrats, c'est-à-dire les offres rédigées par l'IA, ou, comme l'ont déjà évoqué plusieurs personnes, sur les contrats, les appels d'offres, les soumissionnaires, etc. Il existe également un scénario où les entreprises soumissionnaires utiliseront désormais l'IA pour rédiger les réponses. Alors, où se situe l'humain dans tout ça? J'ai lu à maintes reprises quelque chose à propos de cette sorte de chambre d'écho où l'IA génère le contenu, puis la réponse. Et quel est le rôle de l'humain dans tout cela, pour garantir un certain contrôle et éviter que la situation ne dégénère? Merci. Donc, deux questions. Le premier système que vous rencontrerez probablement se trouve dans celui dont vous parliez lors de votre migration vers de nouveaux systèmes. Vous gagnez beaucoup de temps. Mais dans quelle mesure l'humain intervient-il ensuite pour vérifier ce qui a été fait? Et si quelqu'un d'autre souhaite intervenir sur la deuxième partie, qui est un peu plus large à mon avis, c'est que, dans le cadre d'un processus d'approvisionnement où un système d'IA examine les offres reçues grâce à un autre système d'IA, avons-nous encore besoin d'un humain dans le processus? Je vais donc m'adresser à vous en premier. Oui, j'entends des scénarios similaires concernant le deuxième point, à propos des candidatures qui arrivent également, n'est-ce pas? Là, une sorte de course aux armements se dessine, si l'on peut dire, entre les candidats et le service des ressources humaines. Concernant le premier point, je dirais que nous consacrons beaucoup de temps à réfléchir à la manière dont fonctionne la confiance, et que la confiance se construit par l'épreuve et par la répétition. Alors, lorsque nous relevons ces défis, ce que nous faisons, c'est que, oui, nous utilisons l'IA générative, mais nous faisons en sorte que l'IA crée un manifeste extrêmement clair de chacune des pensées qu'elle a eues auparavant. Cela implique une action, chaque action entreprise, puis chaque évaluation de l'action accomplie. Et cela peut prendre énormément de temps. Mais parce qu'elle nomme absolument tout ce qu'elle fait. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on débute, il faut examiner attentivement les différentes étapes, et il faut le faire régulièrement. Vous pouvez ainsi constater où se produisent les erreurs. Une fonction, un outil, ne fonctionne pas lorsqu'on l'appelle. On obtient un résultat inattendu, et on peut l'améliorer, encore et encore. Et ce qui est intéressant, c'est que, encore une fois, on se retrouve face à un défi d'hallucination composée. Mais ce qui est intéressant, c'est que si vous utilisez une approche par conseil de modèle, vous pouvez avoir un modèle, en examiner un autre et vous demander si son fonctionnement est raisonnable. A-t-il fait ce qu'il avait promis? Et parmi environ 10 000 actions, un autre modèle peut les sélectionner et les identifier pour que vous puissiez les examiner. L'avantage de cette méthode est qu'elle permet d'améliorer progressivement la qualité à chaque itération, jusqu'à atteindre le niveau de satisfaction souhaité. Et très rapidement. Enfin, je dirais que c'est bénéfique car les humains ne font pas cela. Nous ne disposons pas d'un manifeste de chacune de mes pensées, de chacune de mes actions, ni du résultat de chaque action permettant de déceler d'éventuelles failles. Nous faisons tous des erreurs. Nous ne les enregistrons tout simplement pas. C'est donc extrêmement avantageux d'avoir cela, d'avoir ce journal. Et ensuite, deuxièmement, nous pouvons fixer un seuil de qualité acceptable. Et encore une fois, ce n'est pas quelque chose que nous faisons dans le cadre d'un travail humain. Si vous savez qu'Alice ou Bob font trop d'erreurs, vous savez que vous allez devoir avoir une discussion sérieuse avec eux. Mais le problème, c'est que nous n'avons aucun critère concret pour comparer l'IA aux humains. Dans ce cas précis, nous, l'IA, sommes un peu, disons, désavantagés, mais ce que je veux vraiment dire, c'est un avantage organisationnel qui nous permet de définir un niveau de qualité de référence et de dire que nous attendons qu'il se situe dans une certaine fourchette, en nous appuyant sur ce qui a été dit. Nous ne l'avions jamais mesuré auparavant, sur le nombre d'erreurs que commettent les humains. Donc, je dirais donc que ce sont là quelques-unes des mesures que nous prenons. Mais le fait que chaque collaboration entre une équipe d'agents dispose d'un manifeste partagé et que vous puissiez l'auditer comme vous le souhaitez est exceptionnellement puissant. Merci, Janet. Question. Oui, je peux peut-être ajouter que nous considérons l'IA comme un outil facilitateur et non comme un substitut, et je pense que c'est un point important à souligner. Et cela comporte des risques.
Mais je pense que les risques sont encore plus grands si l'on ne le fait pas. Et certaines des compétences que nous possédons, je pense, deviennent encore plus importantes dans ce contexte. Par exemple, en veillant à réunir les bons acteurs autour de la table pour ce processus itératif. Droite. Nous avons l'habitude de construire quelque chose et de simplement rester assis là, à le laisser là. Mais il y a encore des expérimentations à mener. Ainsi, lors de la réalisation de certains de nos projets, nous nous sommes vraiment attachés à valider les priorités de l'entreprise. Nous avons un programme de développement où nous associons des informaticiens à des commerciaux et où nous abordons la question dans son ensemble, du point de vue du processus, et non pas comme une simple action, car le processus est cumulatif. Donc je pense que dans ce cas précis, oui, il y a des risques. Mais comme l'a dit Jane, les humains ne sont pas parfaits. Je pense que cela renforce la confiance et nos attentes selon lesquelles l'IA est parfaite, mais il s'agit d'un processus d'amélioration constant. Et je ne pense pas que nous ayons beaucoup mis en œuvre cette boucle d'amélioration continue. C'est donc là que nous devons apprendre et continuer à mettre en œuvre cette approche. Carlos, pour rebondir sur cette question, diriez-vous que les recherches que vous avez menées auprès de nombreux pays ont permis de des enseignements concernant le rôle de l'humain dans la boucle? Autrement dit, comment doivent-ils prendre en compte ces connaissances à la lumière de cette question? Ouais. Et je pense que cela soulève la question de l'importance des normes et des principes qui guident nos actions. Et je pense que nous avons été très impressionnés par le Canada, car le Canada a mis en place de nombreux mécanismes de facilitation et de garde-fous dès le début du processus, et ce depuis plusieurs années. Mais les gouvernements ont essayé d'établir un certain nombre de principes, dont le premier concerne la transparence. Par exemple, il s'agit de s'assurer que lorsqu'on utilise un système d'IA, l'utilisateur sache clairement qu'on l'utilise et que ce système est enregistré dans un registre public ouvert à l'examen du public. Et parfois, les gouvernements centraux découvrent tous ces cas d'utilisation qui existent et dont ils n'avaient pas connaissance. Mais il y a aussi cette transparence. Un autre principe est celui de la traçabilité, qui consiste à s'assurer que lorsque vous utilisez cela, vous pouvez retracer ces utilisations. Et je pense que, par exemple, dans votre évaluation des risques au Canada, vous avez également ce principe, mais que les gens ont aussi des moyens de recours lorsqu'ils estiment que leurs droits ont été bafoués, qu'il existe un moyen de, vous savez, s'adresser à l'ombudsman, par exemple, et d'avoir ces moyens de recours et le principe de l'intervention humaine est également un principe qui concerne nous, quand et comment. Nous avons adopté un certain nombre de ces principes. En 2019, nous examinons maintenant dans quelle mesure ces principes ont été appliqués en pratique. Et je pense qu'il y a un décalage entre la politique, le principe et la pratique. Et il ne s'agit pas de mauvaises intentions. C'est parfois assez difficile car, surtout avec l'IA, l'enthousiasme pour son utilisation, ses tests et ses expérimentations ne cessent de croître, si bien que nous perdons le fil de qui le fait et où. Or, il est crucial de veiller à ce que les principes définis soient appliqués dans la pratique. L'horloge nous indique que nous n'avons plus de temps, alors juste 10 secondes. Daniel, est-ce que cela vous apparaît, à vous, l'humain dans la boucle? Donc, tout doit reposer sur ce point de lignée. Cette piste d'audit, cette transparence et l'absence de boîte noire. Quand on parle de la capacité des humains à identifier précisément l'entité correspondant à chaque personne et à s'assurer de proposer le bon service à la bonne personne, il s'agit de tout construire à partir des données, comme le souligne Romina, et de veiller à ce que l'IA soit mise dans les meilleures conditions pour réussir. Je vous invite à vous joindre à moi pour applaudir chaleureusement nos intervenants. Merci infiniment pour toute votre expertise. Pour information, il n'y a qu'une pause de 5 minutes avant la dernière conférence plénière de la journée, puis la dernière session, qui se tiendra ici, et le reste de la conférence se déroulera en séance plénière. Et puis, nous avons l'annonce très excitante du gagnant du défi des données et de l'IA. À la toute fin de la conférence.
Vous avez donc 5 minutes pour vous dégourdir les jambes, mais ensuite, veuillez revenir vous servir par l'avant. Merci à tous. Dans le monde d'aujourd'hui, la sécurité, la technologie et la confiance sont plus importantes que jamais. Chez Ancuram Consulting, nous aidons les organisations à naviguer avec confiance dans la complexité. Nous proposons des services intégrés de sécurité, de conseils en technologie et d'assurance des risques pour les infrastructures critiques, les gouvernements, les établissements de santé et les services publics. Notre équipe canadienne, bénéficiant d'un soutien mondial, allie une expertise pointue à une approche centrée sur l'humain, garantissant des solutions qui protègent, optimisent et dynamisent votre entreprise chez Ancuram. L'éthique et la transparence sont non négociables. Nous privilégions les personnes et les résultats au profit car votre succès est notre mission. Découvrez comment